Bonjour chers amis créatifs, je vous fais cette rapide vidéo pour vous parler du conte Le Petit Poucet dans la version de Charles Perrault. Bien sûr, selon les versions, le conte peut changer et bien sûr ça va influencer aussi le sens, mais voilà, c'est la version que je vais utiliser, Charles Perrault, pour Le Petit Poucet. Beaucoup de gens pensent que les contes c'est des histoires pour enfants et bon, il n'y a pas tant que ça à chercher, c'est vraiment des histoires pour divertir ou pour enseigner des notions morales, des qualités, un petit peu un code d'éducation quelque part. Mais il y a beaucoup plus dans les couches profondes des contes, de vrais messages qui sont surtout pour les adultes, en tout cas qu'on peut saisir plutôt à l'âge adulte où on a déjà la pensée symbolique qui est bien développée et qui vont rester inaccessibles pour les enfants, mais qui sont très intéressants d'explorer à l'âge adulte. Alors, je voulais justement vous donner quelques petits cailloux autour du conte du Petit Poucet. Je ne vais pas faire l'analyse de tout le conte puisque ce serait un travail monumental, surtout pour une petite vidéo comme celle-là, mais nous plongeons en profondeur dans ce conte, dans le parcours journal créatif avec le conte du Petit Poucet qui s'intitule Les stratagèmes du Petit Poucet, de la survie à la magie. Et là, on va rentrer vraiment en profondeur des messages de ce conte. Par contre, je voudrais vous donner déjà quelques indices pour vous mettre sur le chemin du message profond de ce conte. Avant de nous lancer, je vais juste faire une petite parenthèse que je vais aborder ce conte selon un regard de notre psychologie et de notre monde intérieur. Donc chaque personnage, chaque geste, chaque chiffre vont devenir des aspects internes de la psyché humaine. Donc là, il ne va plus s'agir de personnages à l'extérieur de nous. Et donc cette lecture se rapproche plutôt des aspects jungiens, archétypales et initiatiques du conte. Alors, si on regarde le début du conte, le père et la mère du Petit Poucet, comme je vous ai dit, nous allons les aborder comme des fonctions parentales internes. Parce que dans la psyché, les parents symbolisent ces forces qui nourrissent, qui soutiennent, qui structurent notre être et qui peuvent être aussi bien porteuses que parfois peuvent faillir. Et c'est ce que ce conte-là va mettre en scène. Il s'agit d'un bûcheron et d'une bûcheronne qui avaient 7 enfants, tous garçons. Et donc le père et la mère décident d'abandonner leurs enfants dans la forêt parce que ils se trouvent dans une période de pénurie, de famine et ne savent plus comment les nourrir. Donc le père il peut symboliser cette fonction de direction, de rationalité, d'organisation intérieure que chacun de nous a à l'intérieur de soi, porte à l'intérieur de soi. Alors dans le conte, on voit bien que cette fonction, la fonction du père, elle est faible et elle n'a plus la main, elle renonce, elle abdique, elle ne prend plus soin pour élever, nourrir ses enfants. Quant à la mère, elle est plus ambivalente parce que la mère, elle hésite, elle ne veut pas abandonner ses enfants. Donc, mais la mère, c'est la fonction nourricière, c'est la fonction affective, protectrice. Mais elle aussi, elle finit par céder à ce que la fonction père souhaite imposer. Et finalement, il y a en quelque part un déséquilibre émotionnel interne et elle n'arrive pas non plus à avoir le dessus et elle cède aussi à cette pulsion d'abandon et va dans le sens de la fonction père. Donc symboliquement, cet abandon signifie que lorsque nos fonctions internes adultes sont dépassées,
que ce soit par la fatigue, par le stress, par la crise, par un sentiment de manque au fond de nous, elles abandonnent nos parts plus jeunes, plus vulnérables, peut-être nos graines qui cherchent à germer, qui ne sont pas encore suffisamment matures pour nous porter fruit, pour qu'on puisse avoir comment dire, pour qu'on puisse profiter de ces fonctions plus jeunes. Donc, elles ont besoin d'être nourries, mais si les fonctions parentales au fond de nous ne sont pas suffisamment solides pour les nourrir, et bien en fait, ces parts plus vulnérables de nous-mêmes, mais qui peuvent être précieuses, elles sont livrées à l'abandon. Vous allez voir que dans le conte, il y a très peu de prénoms qui sont, très peu de noms ou de prénoms qui sont mentionnés, mais il y en a quand même 3. Il y a le nom du père, Guillaume, il y a le nom du fils aîné, Pierrot, et il y a le nom du dernier enfant, du dernier garçon, le petit poucet. Et dans un conte, ce n'est jamais par hasard quand des noms apparaissent. Dans l'univers des contes, le nom, c'est vraiment une distinction rare. La plupart des personnages sont des fonctions, la reine, le roi, le bûcheron, l'ogre. Mais quand un prénom apparaît, c'est qu'il incarne une force psychique spécifique qui est nommée, qui doit sortir de l'anonymat pour agir dans l'âme et qui doit sortir à la conscience. Alors, qu'est-ce que ces noms peuvent vouloir dire? C'est une très bonne question et on va plonger plus en profondeur dans notre atelier sur ce conte, l'atelier de journal créatif sur le petit poucet. Mais je vous laisse déjà la porte ouverte, la fenêtre pour y réfléchir. Quelle signification peut avoir, quels indices, de quoi peut nous parler le nom du père Guillaume, le nom du premier, de l'aîné, du premier-né, Pierrot, et le nom du dernier-né, le petit poucet. Il y a un autre indice très intéressant dans le conte, toujours dans ce début du conte. Je vous lis l'extrait. Il était une fois un bûcheron et une bûcheronne qui avaient 7 enfants, tous garçons. L'aîné n'avait que 10 ans et le plus jeune n'en avait que 7. On s'étonnera que le bûcheron ait eu tant d'enfants en si peu de temps, mais c'est que sa femme allait vite en besogne et n'en faisait pas moins que 2 à la fois. Alors, ce couple se retrouve avec 7 enfants en 3 ans. D'un point de vue symbolique et psychologique, cette vitesse de création et ces naissances gémellaires, ça donne un indice qui est important et qui va être important aussi pour la suite du conte. Et cette prolifération de bouches à nourrir qui crée la famine. Et cela représente une âme, quelque part, qui est envahie de trop de projets, de trop d'idées ou de trop de besoins en même temps. C'est l'image, quelque part, d'un terrain intérieur qui est extrêmement fertile, qui a plein d'idées, plein de projets, plein de besoins aussi. Mais, ce qui peut être très, très bien, très bon d'ailleurs, et qui de nous créatifs n'a pas expérimenté des moments comme ça. Mais en même temps, ce conte met en scène le manque d'une structure pour canaliser cette énergie. Donc on crée beaucoup, mais on se sent envahi, en fait, on ne sait plus comment nourrir nos propres créations. Et on finit par se sentir débordé par sa propre créativité et ne pas arriver à la nourrir et puis vouloir abandonner des graines ou des pousses qui pourraient pourtant être précieuses et importantes. Alors sur le côté gémellaire, ce fait de donner naissance à 2 enfants à la fois, c'est aussi quelque part manifester cette dualité constante. C'est le oui et le non, le bien et le mal. C'est vraiment, on est souvent aussi, quand on est très productif
et qu'on n'a pas trouvé encore notre structure pour canaliser bien notre fertilité créative quelque part, eh bien, on est souvent aussi dans cette dualité, le oui et le non. Est-ce que je donne suite à ce projet-là ou plutôt à celui-là? Oui, non, bon, voilà. Et cela évoque une phase de notre évolution où tout ce que nous entreprenons est marqué par une contradiction interne. Presque pour chaque caillou de certitude que l'on pose, il va y avoir un caillou de doute qui va apparaître. Et les trois paires de jumeaux représentent quelque part ces conflits intérieurs qui peuvent nous épuiser. Mais il y a quand même le dernier, le 7e, qui amène ce déséquilibre salvateur quelque part, le petit poussé, qui est celui qui vient briser la répétition, la dualité oui-non, et dans le conte, il est dit qu'il est en trop quelque part. C'est le plus petit, mais c'est lui qui apporte la conscience et c'est lui qui va faire sortir l'ensemble de ces énergies de la misère et qui va pouvoir les canaliser, leur donner une direction et les faire prospérer. Et dans notre âme, le petit poussé est quelque part cette étincelle qui surgit après une longue période de chaos, de répétition, de confusion, d'ambiguïté, de lutte intérieure pour apporter la solution que personne n'avait vue. Voilà. Alors il est dit aussi que les enfants étaient tous garçons. Alors le petit poussé, c'est un conte à dominante yang, à dominante masculine. Mais c'est en même temps, c'est une masculinité qui est en crise profonde. Ce n'est pas encore l'expression du masculin sacré, mais c'est vers ça que le conte veut nous mener. Vous allez voir que les personnages féminins sont très effacés ou n'ont pas trop la parole ou l'influence dans le déroulement de l'histoire. Elles tentent à avoir une influence. Les personnages féminins tentent à influencer les personnages masculins, mais n'y arrivent pas. Je vais lire un extrait dans le texte parce qu'elle insistait qu'ils gardent les enfants, mais le texte nous dit « Le bûcheron s'impatienta à la fin, car elle redit plus de 20 fois qu'il s'en repentirait et qu'elle l'avait bien dit. Il la menaça de la battre si elle ne se taisait. » Donc, c'est le bûcheron qui a le dessus sur sa femme. Ensuite, dans l'épisode de l'ogre et de la femme de l'ogre, de l'ogresse, l'ogresse cherche à cacher les enfants sous le lit de l'ogre, cherche à les protéger, mais elle faillit puisque c'est l'ogre qui a le dessus et qui les sort, qui les trouve. Ensuite, les petites ogresses, les 7 filles de l'ogre sont endormies. Donc voilà, encore une fois des personnages féminins qui sont très effacés ou en tout cas qui n'ont pas le mot dans l'avancée de l'histoire. Donc c'est un conte qui va mettre en scène particulièrement le côté yang, le côté masculin, parce que c'est sur ça que le conte porte. Ce n'est pas parce que le conte est machiste et qu'il veut dénigrer les personnages féminins, pas du tout. Ce serait une incompréhension profonde du conte de penser ça. C'est parce que ça a un sens. Ce conte illustre une facette masculine de l'être humain, qu'on soit homme ou femme, mais qui est en crise profonde. On n'y trouve pas la quête de l'amour ou du mariage comme dans Cendrillon ou La Belle au bois dormant, mais c'est une quête de survie et de souveraineté. Et il fait un zoom sur notre psyché stratégique et sur la manière dont nous gérons nos ressources matérielles et intérieures. Et cela a tout un sens de se focaliser sur l'aspect yang, sur l'aspect masculin du conte.
Donc, comme je vous disais, c'est un masculin en faillite. Hein. En tout cas, c'est dans cette ambiance que nous plonge le début du conte. Puisque le principe masculin est censé apporter la structure, la protection, la direction. Et encore une fois, le père, c'est le masculin démissionnaire. Il n'a plus de solution. Il est écrasé par la charge, par la famine. Au lieu de protéger, il abandonne. C'est la part de nous qui, sous le stress ou sous les épreuves, baisse les bras et sacrifie ses rêves, sacrifie ses enfants. L'ogre, encore un personnage masculin, prédateur, dévorant, c'est l'ego qui est boursouflé, qui veut tout consommer, tout posséder. Il représente aussi notre ambition aveugle ou notre colère qui bouffe notre énergie, qui bouffe tout sur son passage, surtout des énergies qui peuvent être plus vulnérables, plus fragiles au fond de nous. Le féminin, il est réduit à l'impuissance. Et on a aussi les 7 garçons qui vont représenter aussi 7 aspects jeunes de la psyché. On va plonger encore plus, le conte est extrêmement riche. Je vous ai mis sur le chemin juste par rapport au début du conte pour vous donner un petit peu de matière de réflexion. Et je vous donne rendez-vous dans l'atelier du Petit Poucet, les stratagèmes du Petit Poucet, de la survie à la magie. C'est un atelier de journal créatif et qui actuellement est en réduction, donc n'hésitez pas à profiter. D'ailleurs, ce n'est pas juste un atelier, c'est un petit cycle de 2 grands ateliers de 2h30, plus 7 mini-propositions créatives entre les deux pour intégrer les 7 stratagèmes de Poucet. Alors j'espère que ce petit partage vous inspire et que vous soyez part de l'aventure ou que vous avez déjà quelques billes pour aller plus loin par vous-même dans votre réflexion, votre approche du conte. J'espère que cela vous apporte et je vous dis à tout bientôt, au plaisir d'explorer de façon créative ce conte avec vous.